Bonjour, nous allons reprendre. Je voudrais faire une petite forme de ressaisie et de reprise, même si cette notion de ressaisie et de reprise n'est pas prise cette fois-ci dans le sens où on l'étudie à propos des séries. Mais je voudrais retracer un peu l'itinéraire, d'où le repartir de cette image première, sur laquelle on avait travaillé l'an passé très longuement, sur cette idée qu'il existe des appareils de capture, qui ne sont pas à confondre avec des dispositifs. Ça, ce sera un des éléments qu'on verra dans la dernière séance conclusive sur la notion de récit. L'appareil de capture étant un appareil de saisie, une espèce de piège du réel, comme l'image le montre ici, cette image qui a été l'image l'an dernier emblématique du cours autour de cette notion d'appareil de capture, que nous avions emprunté à la recitation, pourrait-on dire, qu'en faisaient Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, et qui nous semblait pertinente pour parler de ce qu'on pourrait appeler, non plus cette fois-ci appareil de capture, mais pour donner un peu une teneur à cette affaire d'appareil de capture, un appareil idéologique imaginaire. C'est-à-dire produire des représentations du monde, parce que malgré le temps dans lequel on est, il faut prendre au sérieux ce mot d'idéologie et ne pas simplement en avoir une perception et une compréhension négative. Une idéologie, c'est mettre en forme le monde. C'est déjà ça. Alors si cette forme devient figée, peut-être oui, ça devient une forme de stéréotype, une forme de cliché, c'est peut-être négatif. Mais avant tout, c'est croire que le monde a un sens. Dire qu'il y a de l'idéologie. Quel sens? On n'en sait rien. On l'orientera en fonction de décisions politiques. Tout en étant très intéressé par Marx, je lui en veux d'avoir donné cette définition négative ou d'avoir construit une définition négative de l'idéologie. Je pense que l'idéologie est profondément intéressante parce qu'elle renvoie, le mot eidon en grec, renvoie à la fois à l'idée, mais aussi à la forme. Ce qu'on oublie généralement. Alors peut-être qu'il faudrait parler ou inventer un mot, je ne sais pas, il existe peut-être déjà, on pourrait parler d'idéomorphie. Comment dans le monde des formes et des significations donnent consistance à notre rapport aux choses, aux êtres, pourrait-on dire à notre existence. D'où l'importance de cette image. Et il me semble qu'elle est importante aussi, on le verra au fur et à mesure des séances qui nous restent, par rapport à la série. Parce que la série est un appareil de capture. Il est doublement un appareil de capture, puisqu'il capture notre attention. Et je ne reviens pas sur certaines analyses qui ont pu être produites par des penseurs contemporains, que ce soit Jonathan Crary aux États-Unis ou Yves Citon sur l'esthétique de l'attention ou la capture de l'attention, qui est à la fois, là, cette fois-ci, un discours qui relève de l'économie politique de notre rapport au monde, en tout cas pour Citon dans le rapport à l'Internet et aux formes de l'Internet, mais en tout cas il y a quelque chose qui relève, en tout cas dans la série, de l'attention. Alors de l'attention prise dans deux sens. La distraction, on le sait, nous regardons souvent des séries un peu par hasard pour passer le temps, et nous en découvrons ainsi, grand bien nous fasse, pourrait-on dire, sans notion péjorative, oui, il arrive que nous rencontrions par hasard, dans un système particulier qui est celui de la programmation télévisuelle. Alors pour ceux qui regardent encore la télévision, puisque beaucoup de gens regardent plus les flux d'Internet, mais il arrivait à une époque que nous découvrions, que nous rencontrions des feuilletons d'abord, puis des séries avec cette manière-là. Donc la distraction était là. Et puis, deuxième manière d'être dans l'attention, c'est le divertissement. Alors divertissement au sens de réjouissance à être là où l'on est, on se divertit, mais ce sens-là est connecté aussi avec la notion pascalienne de divertissement, d'une manière de détourner notre attention. Alors moi je suis pas d'accord avec Pascal, pas nécessairement, en tout cas pour la série, pas nécessairement pour ce qui est important. C'est détourner peut-être notre attention d'une certaine manière de voir le monde. Donc d'une autre idéologie qui serait celle qui est portée. Donc le divertissement comme écart, produire un écart, une diversion. Et on sait l'importance aujourd'hui puisque malheureusement il y a une guerre
aux portes de l'Europe. C'est pas la première, hein, parce que bon, tout le monde a l'air de croire que c'est la première. Il y en a une, c'était la guerre de l'ex-Yougoslavie, elle était en plein cœur de l'Europe même. La diversion est quelque chose d'important dans les stratégies militaires. Et ce qu'on va voir, c'est que ce qu'on a déjà commencé à voir, c'est que les stratégies aussi, les séries aussi étaient une stratégie particulière d'un certain type de rapport au monde, sans aucun jugement sur ce rapport au monde tel qu'il est porté. C'est pour ça que je peux vous le dire, je ne vais pas raconter des séries. Ce qui m'intéresse, c'est la forme et les effets de cette forme sur nous. D'où la deuxième image, voilà, qui est notre image tutélaire cette année. Encore une fois, une recitation, si je puis dire. Je dis recitation parce que déjà dans Deleuze, c'est une citation. Le nom est inscrit en dessous d'un dessinateur américain. Ou dans l'ouvrage de Deleuze et Guattari, cette image sert à parler du rapport à la littérature et d'un type de littérature particulière qui est la nouvelle. Alors, je reprends des choses, hein, je suis dans la ressaisie de ce qu'on a déjà vu, parce que la ressaisie, c'est quelque chose qui me semble important, le ressassement au sens nietzschéen est quelque chose qui me semble important, et d'ailleurs on le verra même dans la série, il n'est question que de ressassement. Cette image, elle sert à Deleuze et Guattari, n'oublions jamais Guattari, on a tendance à l'oublier, à Deleuze et Guattari, à produire la distinction entre le roman et la nouvelle, qui est une distinction qui me paraît importante parce qu'elle recouvre des champs différents et qu'on peut mettre dans la nouvelle ce que l'on a appelé le conte, la légende, etc., face au roman comme forme institutionnelle, pourrait-on dire, de la narration à un moment donné, qui s'est construit comme forme institutionnelle de la narration à un moment donné, à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XXe siècle, on a une forme institutionnelle narrative qui devient prédominante, c'est le roman. Et qui a l'air d'écraser, qui semblait, pouvoir écraser toutes les autres formes narratives. Et la nouvelle est une manière d'échapper à la forme roman. Deleuze et Guattari, donc, disent que dans la nouvelle se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé. Donc la notion d'événement, d'apparition de l'événement, de ce qui constitue un événement. C'est ce qui constituerait d'ailleurs la nature même du récit dans la nouvelle. C'est ce que dit aussi Maurice Blanchot dans le travail qu'il effectue sur le récit et la narration. Et que du coup, la nouvelle, le récit de nouvelle, ou le conte ou la légende, n'a pas besoin de configurer des descriptions, n'a pas besoin de configurer de psychologie. Il suffit de raconter ce qui se passe et comment il est possible que cela se passe. Ce que j'appellerais, et dont on verra une chose importante, on a toujours été au XXe siècle et on est toujours un peu dans des philosophies de l'événement. Eh ben, peut-être que en changeant la première lettre de ce mot événement, il faudrait parler d'une philosophie de l'avènement. Il y a quelque chose qui arrive dont on est incapable de rendre totalement compte. Il ne s'agit pas d'être dans l'attente, là, qui serait une forme d'attention aussi, mais voilà, il y a quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est ce que raconte la nouvelle, et c'est ce que nous raconte aussi, c'est une des trames de ce que nous essayons de montrer à travers la série, c'est ce que nous raconte la série, c'est qu'il n'y a pas d'événement. Il n'y a que le processus et la procédure pour faire advenir l'événement. Alors, on pourrait appeler ça avènement. On sait très bien qu'en français, dans notre langue, ça a un sens de consécration, un avènement. Mais peut-être qu'il faut le prendre au sérieux comme avenir ou comme advenu. Alors peut-être qu'il faudrait, là aussi, inventer le mot advénement plutôt que avènement, c'est-à-dire quelque chose qui est en train d'advenir et qui va se constituer dans le temps. Alors c'est d'autant plus important, même cette image, voilà, on a cette configuration, ce réseau, qui correspond bien, si je puis dire, à une illustration de ce qui pourrait être l'étymologie du mot série, en le prenant au sens de séries, de celui qu'on retrouve. Je reprends des éléments qu'on a déjà vus, dans la sériculture, du ver à soie, qui produit un fil, un entrelacement. C'est un des sens du mot séries en latin, entrelacement. Qu'est-ce qu'il y a entrelacé?
Donc c'est les choses qu'on aura à voir. Et nous avions fini notre dernière séance en ayant fait ce parcours sur l'étymologie, etc. Il y a un mot sur lequel on s'était arrêté, sur lequel on reviendra aussi, c'était la notion d'épisode. Avec, je pense, si je ne me trompe pas, parce que des fois je perds un peu la tête aussi, si je ne me trompe pas, je vous avais parlé de la tragédie et de la notion d'épisode dans la tragédie comme étant ce qui vient entre les discours tenus par le cœur, qui sont les plus importants dans la tragédie grecque. C'est ce qui est tenu par la collectivité, par le commun, comme événement tragique. Et puis entre, il y a les épisodes où les acteurs de la tragédie viennent, entre guillemets, soutenir ces discours en attente, les discours du cœur. Et on retrouve aussi cette procédure dans la série, me semble-t-il, de quelque chose qui est en attente, peut-être entre les épisodes, peut-être à l'intérieur même des épisodes, c'est ce qu'il nous faudra voir. Et nous avions terminé avec la série Le Prisonnier, qui me semblait, et qui me semble toujours, être un très bon exemplaire. Donc peut-être je vais vous remontrer l'épisode, mais on va baisser le son, comme ça je pourrai parler en même temps. Quoique... Bon, je vous avais dit rapidement, le plus important c'est le défilement des images, l'ensemble est important, le volume, le son, la musique, les paroles qu'il va y avoir, mais comme je vous l'ai déjà montré qu'il est possible de la voir aussi sur YouTube, ce générique, je parle en même temps pour essayer de gagner du temps et d'avancer ensemble. Donc, je vous avais dit, et je vous le rappelle, ce générique est toujours identique d'épisode en épisode, sauf la dernière séquence où le visage du numéro 2, parce que je ne veux pas refaire le résumé de la série, où le visage du numéro 2 change. Donc on est dans une espèce de répétition, et cette idée de répétition dans la série, on avait commencé aussi à l'entrevoir comme quelque chose d'important. Le générique, il permet de situer l'action. On pourrait croire, quand on voit le générique, qu'il va expliquer l'ordre et l'enchaînement des événements. Je pense que oui, effectivement, il explique un certain ordre, une certaine logique des événements qui se déroulent, mais en même temps, il n'est pas là pour ça. Peut-être est-il là pour ça au premier épisode, mais dans sa répétition et dans son réengrenage, si je puis dire, dans sa régénération, on va voir que le mot est important, puisqu'il renvoie lui-même au mot générique, dans sa régénération, dans sa réitération, dans sa répétition, il dit autre chose que nous expliquer la cause. Parce que c'est ça, parler de logique des événements, c'est qu'est-ce qui motive le fait que l'action de l'épisode de la série va se dérouler. Eh bien, comme on est dans la réitération, on est dans une logique du même qui va revenir, et on s'aperçoit que c'est effectivement cette idée-là, cette logique du même qui va revenir, une fois le générique passé. Toujours reprendre. Donc il y a cette idée du générique qui est une espèce de réitération, de reprise, etc. Un peu comme en musique avec la barre à 2 traits dont je ne me rappelle plus le nom, et les 2 points qui nous amènent à rejouer sans arrêt, autant de fois qu'il est nécessaire, et pour autant, dans la réitération, dans le fait de rejouer, il y a une signification différente qui reprend. J'avais utilisé, et nous avions passé un petit moment à parler de la notion de variation en musique, cette idée de la variation, de produire un écart avec la même ligne mélodique, de produire quelque chose de différent avec de l'identique. Alors, j'ouvre une parenthèse parce qu'elle me semble extrêmement importante et on verra ça dans la prochaine séance où on parlera beaucoup de philosophie. C'est une question essentielle de la philosophie qui la parcourt depuis l'Antiquité. La peur du multiple et le fait de fixer le multiple dans l'un, dans l'unité, ou dans une unicité si possible, etc. D'abord ce problème-là, voilà, c'est bien le conflit qu'a Socrate avec les sophistes, ou Platon plus exactement avec les sophistes, c'est bien le refus des présocratiques, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve d'Héraclite, parce que la diversité du monde nous fait peur, ou l'hétérogénéité plus exactement du monde nous fait peur, il y a un vrai enjeu,
et qui est encore là hein, aujourd'hui. L'hétérogénéité fait peur. Bon, elle a pris un autre nom. Pour certains, elle prend le nom de l'étranger ou de l'étrangeté ou de la dissociation ou de la diversité, etc. Mais on est toujours dans le même problème, sauf que ce problème s'est étoffé, donc cette même répétition est là. Elle peut se concevoir aussi comme problème théologique. Si on est passé au monothéisme, c'est qu'on avait bien besoin d'un principe universel et unificateur. Je suis très leibnizien, si je puis dire, parce que je vous disais qu'on allait parler un peu de philosophie de ce point de vue-là. Le Dieu de Leibniz n'est pas un Dieu créateur, c'est le Dieu qui rassemble la diversité des choses. Il appelle ça le compossible. Qu'est-ce qu'on fait avec des mondes possibles? Puisque si Dieu est la puissance infinie, il a créé des mondes infinis. C'est la fin de la Théodicée. On rentre dans une pièce, il y a un livre, et dans ce livre, il y a la diversité des mondes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vous voyez que là, il est en train d'inventer un épisode philosophique d'une série qui ne cessera de reprendre, que ce soit dans le discours, auparavant dans le discours de de métaphysique, dans la théodicée, dans la théologie. Leibniz ne fait que répéter la même chose. Et il pose un double problème, qui relève du 1 et du multiple. Je ne sais pas si on peut éteindre, parce que j'ai peur que ça passe ensuite à autre chose, qui rejoint de l'un et du multiple, qu'on pourrait appeler celui du hasard et de la nécessité, ou en termes philosophiques, même si hasard et contingence n'ont pas tout à fait le même sens en philosophie, de la contingence et de la nécessité. Bon, il faudra entrelacer justement tout ça. Donc le générique, il sert à ça, il relève de ça. Il situe plus qu'il n'explique une causalité. C'est d'autant plus fort, on va le voir hein, dans le prisonnier, parce que dans le prisonnier, il n'y a aucune logique. Enfin, il n'y a aucune logique, n'exagérons pas. Il y a très peu de logique au sens où on l'entend, il y a très peu de causalité au sens où on l'entend. Là, je fais aussi une autre référence. On est plutôt dans un traité des passions. On est plutôt dans un empirisme humien, s'il fallait faire une référence philosophique avec le prisonnier. Le but du jeu, hein, il n'est pas si compliqué que ça de ce feuilleton. C'est pas de nous expliquer, comme le dit le générique, pourquoi vous avez démissionné, est-ce que vous êtes un traître, etc. Les grandes idéologies, c'est le but de la série, c'est de régler une chose fondamentale que nous connaissons tous. Il nous arrive d'être violemment en colère. C'est le moment essentiel de ce générique. D'ailleurs, tout est en colère. La nature est en colère. Il y a un ciel bleu qui s'ouvre au départ, enfin pas tout à fait bleu, un ciel grisé de certains nuages. Le tonnerre tonne. Le personnage principal est en colère. La ville, à partir du moment où il tombe endormi, est en colère puisqu'elle se désarticule et puis les images sont chaotiques, etc., etc. Et le générique refinit encore, alors ça on aura à le voir, sur un ciel plutôt crépusculaire cette fois-ci, enfin du soir plutôt que crépusculaire, parce que ça a pris une autre notion, crépusculaire, un ciel de soirée, un peu grisé, et un retour du coup de tonnerre, et puis le fondu au noir qui va nous amener ensuite à l'épisode. Donc moi je pense que cette série, c'est l'analyse que j'en fais, hein, n'est pas tant de nous raconter une histoire d'espionnage politique, etc., comme dans beaucoup d'autres séries on peut rencontrer. C'est un traité des passions. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec sa colère? Et tant que le personnage, si vous regardez les 17 épisodes, tant que le personnage n'a pas résolu son problème avec cette colère qui a généré peut-être sa démission, qui est peut-être la cause de sa démission, mais je ne crois pas non plus, c'est juste les effets de la colère. Sa cause, on la connaît pas, parce que sa cause, ce serait retomber dans la question de numéro 2, si je puis dire. Dites-moi pourquoi vous avez démissionné, qui revient sans arrêt dans le leitmotiv. Le problème, c'est simplement que le personnage est sans arrêt en colère. D'un épisode à l'autre, il est sans arrêt en colère. Et il est traversé par des affects sans arrêt. Il tombe amoureux, il a des relations d'amitié, il a des relations de haine, mais tout ça est surdéterminé par sa colère. Il y a un blocage quelque part, il y a un blocage dans son action par sa colère. Donc, bon, je sais bien que c'est une passion aujourd'hui qu'on considère triste, la colère. J'ouvre une petite parenthèse, chez Platon il existe quelque chose qui s'appelle la sainte colère du philosophe. C'est que parfois quand on peut plus raisonner avec les gens,
on a peut-être, non pas le droit, parce que ce serait un truc, mais qu'il arrive qu'on doit sortir de ses gonds et aller dans l'excès. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose de, enfin, c'est mes grilles de lecture parce qu'elles viennent de ma culture, mais peut-être qu'il y a quelque chose de ça. Mais en tout cas, j'ai toujours vu, outre la fascination narrative sur les petits récits, les micro-récits qu'il y a dedans, je n'ai jamais compris, et je ne comprends toujours pas pourquoi ce type est en colère. Et pourquoi le fait que ce type soit en colère, donc numéro 6, hein, plutôt que de dire ce type, ça fait un peu bizarre, que numéro 6 soit en colère, je ne le comprends toujours pas. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est que cette passion, la colère, arrive à générer du récit. Alors, j'ouvre encore une parenthèse, je suis un spécialiste de l'ouverture des parenthèses que je ne ferme jamais. Je vous renvoie au début des textes d'Homère. C'est quoi l'Iliade? Je vais vous raconter la colère d'un type qui cette fois s'appelle Achille. Si on commence à lire l'Iliade comme ça, comme un traité, pourrait-on dire, comme ce que je viens de dire, comme un traité des passions, on est dans autre chose que dans le discours de la guerre, que dans le discours de la violence. Enfin, si, il y a de la guerre et de la violence, mais il y a d'abord la sainte colère, si je puis dire, là, cette fois-ci, là, mais sainte au sens où elle vient des dieux d'Achille. Et ce n'est que ça. Et les dieux sont en colère, ils sont tout le temps en colère dans l'Iliade. Ils sont même fatigants d'être tout le temps en colère. Voilà, je suis en colère, vous avez la peste. Je suis en colère, ta cité est détruite, etc. L'Odyssée, processus d'apaisement. C'est pour ça que je veux bien croire, moi, que ce soit écrit par le même auteur, même si on ne sait pas véritablement, toujours véritablement, même si on ne sait toujours pas véritablement. En tout cas, j'ai cette tendance à croire que oui, il y a quelqu'un qui nous raconte la colère, les effets de la colère, et puis à un moment donné, qui nous raconte comment cette colère est surdéterminée par un apaisement. On appelle ça pour moi, on appelle ça une cosmogonie. J'appelle ça une cosmogonie. Il y a des forces et des énergies dans le monde qu'il faut réordonner. Il me semble que dans Le Prisonnier, il y a quelque chose de ce type-là. On le retrouve aussi dans une autre série plus contemporaine, Game of Thrones. Sauf que le générique est décevant. Il en fait une mécanique de la maquette. Alors c'est un moment aussi qu'on aura à voir, c'est quand la série télévisée, ou quand la série bascule vers le jeu vidéo. Parce que c'est ça, enfin, en tout cas le premier générique, je n'ai pas suivi toutes les séries de Game of Thrones, parce que je trouvais ça épuisant psychologiquement. Mais le premier générique, que je ne veux pas vous montrer, que vous connaissez, c'est on voit les châteaux apparaître comme des espèces d'horloges, de mécanismes, etc. Ça fait très mécanique, encore une référence philosophique, mais le grand horloger du XVIIe et du XVIIIe siècle pour parler de l'organisation du monde. Donc il y a une mécanique, voilà, qui structure, etc. les choses. Donc le générique du prisonnier, de l'ordre du monde à l'ordre dans le monde, pourrait-on dire. Voilà, c'est ce que nous raconte ce générique. Il y a l'ordre du monde, la nature, à un moment donné les espaces urbains avec les signalétiques, avec des couloirs, c'est essentiellement des flèches, on est en voiture, sur une route, ensuite cette voiture suit des flèches, le personnage rentre dans un couloir, il ressort de son couloir, il reprend sa voiture, etc., etc. Donc il y a un ordre assez strict de ce monde, que quelque chose vient perturber, cette colère, et il faut remettre en ordre le monde. C'est ce que nous dit déjà le générique. Et pratiquement tous les génériques nous racontent ça. De toute façon, toutes les histoires sont un peu... Enfin, je veux pas refaire la même rengaine qu'à la première séance, à vous renvoyer encore une fois à la chanson de Piaf, c'est toujours la même histoire, mais pratiquement c'est toujours les mêmes histoires qu'on se raconte. À la fin des fins, non pas il faut qu'il y ait un happy end, c'est pas vrai, c'est pas une histoire d'happy end, c'est qu'il faut qu'il y ait une organisation structurée du monde. Un roman policier qui finirait sans la découverte de qui est l'assassin et peut-être le fait qu'il soit mort ou qu'il soit mis en prison ou que ceci ou cela, il s'agit de rétablir un ordre du monde qui a été un peu déstabilisé. Sauf que les histoires fonctionnent comme ça, mais la série rajoute quelque chose.
Quand est-ce qu'on aura cette fin apaisée? Puisque le principe de la série, c'est l'indéfinition ou l'indétermination de la fin, puisqu'elle peut continuer autant qu'on veut. Ils ont bien compris ça, les producteurs de séries, les réalisateurs de séries, et nous-mêmes en tant que spectateurs, nous avons bien compris ça, puisque, semble-t-il, dès qu'une série veut arriver à sa fin ou veut se débarrasser, ou là, un courrier des lecteurs qui disent « Ah non, pas de fin ». Pourtant, les récits, on en a besoin. Et à l'intérieur de chaque épisode, on voit bien que ça fonctionne comme ça. Un début et un ordre moi ce que j'appellerais un ordre du monde, mais un ordre des événements ou un ordre des actions qui retrouve une harmonie. Encore un principe leibnizien, hein. Une espèce d'harmonie préétablie qui est dans la bascule à un moment donné et qu'il faut retrouver. C'est quand même fascinant cette chose-là. Et on a besoin que ça se répète. Alors peut-être sommes-nous comme les petits-enfants qui avons besoin, sans arrêt, d'entendre la même histoire, qui finit de la même manière. Peut-être avons-nous besoin du « il était une fois », sauf que la série n'est pas un « il était une fois », c'est « il y a eu une fois » qui se reconduit sans arrêt. On retrouve nos distinctions de temps qu'on pouvait trouver dans le texte de Deleuze et Guattari sur le roman et la nouvelle. Le temps du récit, le temps de la série, c'est le passé simple. Parfois un peu le passé composé. Mais c'est le passé simple. C'est la singularité de l'événement dans le temps. Et donc ce qui fait unité des individualités, qu'on appellera des épisodes, chaque épisode rejoue sans arrêt la même trame, différemment. Et notre problème, ce sera celui, comment se fait-il que la répétition du même ne nous gêne pas à ce point-là? Là, c'est un effet psychologique, pourrait-on dire. Mais ce n'est pas qu'un effet psychologique. Nous sommes de grands garçons et de grandes femmes. Nous avons entendu parler de l'éternel retour de Nietzsche. Peut-être se joue-t-il quelque chose qui relève de cet ordre-là. Donc la psychologie nous renverrait peut-être au plaisir de l'annonnement, de la répétition. L'éternel retour nous renverrait au grand bonheur de comprendre enfin la signification de l'identique dans l'identique qui se rejoue à l'identique, et de ce déspacement-là. Ou peut-être s'agit-il, troisième hypothèse, encore une fois une hypothèse philosophique, de ce moment où dans la répétition, on tombe dans une espèce, toujours traité des passions, d'ivresse, qui nous permet de passer à un stade supérieur. Les philosophes, dont je fais peut-être partie, non, moi je suis professeur de philosophie. Mais les philosophes ou les historiens de la philosophie n'ont pas fait attention à ce moment où qui se joue, par exemple, dans la philosophie de Platon, où voilà, on ressasse une chose et puis il y a un moment donné dans la lettre 7 de Platon et dans l'allégorie de la caverne qu'on trouve dans la République, il y a ce petit mot où, à force d'être dans la répétition, il y a ce ex faines, brusquement. Dans la répétition du même, il y a un brusquement qui fait basculer les choses, qui fait décliner les significations, décliner pas au sens de descendre, mais comme on dit, inclination, déclination, qui produit un mouvement, une torsion. Peut-être qu'on retombe encore sur notre idée de divertissement ou de distraction, d'écart, etc. Mais voilà, il y a de l'ordre dans le monde, et il s'y joue quelque chose. Et le générique dit ça, ce générique dit ça. On va en voir un autre, je vous montre, qui sont à peu près, entre guillemets, des mêmes périodes, des envahisseurs avec David Vincent, qui les a vus, donc une forme d'événement. Mais voilà, le but du générique, c'est peut-être à la fois de contenter un désir d'avoir une explication causale, donc de pouvoir produire une suite, mais en même temps une manière de nous, alors je dirais pas introduction, mais d'avoir un préambule qui revient sans arrêt pour autoriser la répétition du même. Tac, tac, tac. Une espèce de tac, tac qui autorise justement que ça embraye.
Voilà, un générique, c'est un embrayeur. Au sens étymologique d'ailleurs du mot aussi, puisque ça produit de la génération, ça fait embrayer dans le temps. Alors, la série, elle, fondamentalement, fait que l'on passe de l'un à l'un, pas de l'un à l'autre. Il y a comme une pratique du devenir, comme je disais tout à l'heure, plutôt de l'advenir, qu'il va falloir interroger. Ce qui intéresse la forme sérielle, c'est pas la continuité de passage, c'est pas le temps continu, c'est sa discontinuité. Ce n'est pas l'homogène de la forme ou des événements, c'est leur hétérogénéité. Et malgré tout, ce sont les mêmes choses qui se jouent, ce sont les mêmes choses qui reviennent, ce sont les mêmes choses, etc. Mais c'est l'hétérogénéité. Donc, c'est ce qu'on appelle bien un événement. Quelque chose qui a une singularité telle qu'elle ne peut pas être comparée avec une autre. Alors, peut-être que ce qui pose problème, encore une fois, j'ouvre une parenthèse, dans la série, c'est cette répétition de la singularité à tel point. Alors, je reprends un concept qu'on avait dans l'année précédente. Peut-être que cette singularité, à force d'être répétée à l'excès, produit une espèce de passivité, une désensibilisation à l'événement. Alors là, on est peut-être dans une perspective idéologique de la série, de dénaturer. Non, le mot n'est pas bon. Mais alors là, j'arrive pas à trouver le mot, et je l'ai pas écrit, ce mot-là. À produire quelque chose qui est une espèce de faux rapport avec le monde. Puisque justement, il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses que la sensibilité à l'égard de ce qui peut arriver dans la réalité, ou dans le vrai monde, pourrait-on dire, nous échappe. Et on rejoint quelque chose qui est, à une époque, on disait, quand on vivait une situation dans la rue, c'est comme dans un film. Aujourd'hui, si vous écoutez bien, dans la jeune génération, dont je fais partie, on dirait plutôt c'est comme dans une série. Donc une déréalisation du monde par les récits qui sont portés sur le monde. Moi, j'appelle ça plutôt une forme d'insensibilisation à ce qui fait l'événement dans le monde. Je pense qu'il faut le penser comme ça. Donc, on est plutôt dans l'hétérogénéité malgré tout, en ayant refermé ma parenthèse. En somme, ce qui intéresse la série, c'est l'identité de la différence dans sa répétition. Ce ne sera donc pas raconter des histoires différentes, mais que la même histoire produise des effets suffisamment identiques, vous allez voir le paradoxe, pour qu'elle soit différente. C'est toujours la même histoire, c'est toujours la même trame narrative, mais on a le sentiment d'une différence, d'un léger écart, d'une variation, etc. Alors on a des points de permanence dans les séries. Le ou les personnages principaux, là il n'y en a qu'un dans Le Prisonnier, David McGowan, l'acteur, des points de permanence qui articulent des identités et qui articulent en même temps ces identités comme des différences. Rapport de pouvoir entre numéro 2 et numéro 6, rapport entre la multitude des habitants du village, le rapport entre la nature et la culture. On pourrait rentrer dans plein de choses, mais ça supposerait raconter les histoires et rentrer dans quelque chose que d'autres ont fait mieux que ce qu'on pourrait faire ensemble ici, dans un décryptage des symboles ou des significations cachées des séries. C'est pas tant et pour moi la signification des séries ne réside pas tant dans l'histoire et dans ce décryptage que dans la forme structurelle qu'elle met en œuvre. Et la forme structurelle qu'elle met en œuvre, pour moi, se joue dans la différence, la répétition et l'identité. Donc le rapport entre l'un et le multiple, ou un rapport de temporalité, etc. Donc non pas nécessairement dans le contenu, mais dans la structuration de ce contenu. Donc pas raconter des histoires différentes, mais que la même histoire produise des effets suffisamment identiques pour qu'elle soit différente. Ça me semble important de répéter cette phrase. Le paradoxe, il est là. C'est un paradoxe qui a été, dans la philosophie, un vrai questionnement. On le retrouve chez Foucault, on aura en parlé dans les hétérotopies notamment. Donc un texte de début qui est repris à la fin par Foucault.
C'est un texte de 62, quand il était en Tunisie, donc dans les années 64, 66 par là, et qui a été édité pratiquement comme un des derniers textes de Foucault. Et qu'on considère. Donc on peut relire cette boucle. Et puis, on aura à voir ça aussi dans Foucault à propos de naissance de la clinique. Comment voir les signes de l'identité et de la différence dans le corps. Il faut un espace particulier, dit la naissance de la clinique, ça je peux vous le dire tout de suite, c'est on va appeler ça comme ça, le laboratoire ou la salle médicale et le diagnostic. Une forme de diagnostic particulier. Donc c'est l'objet du questionnement philosophique de Foucault à une certaine époque, dans les hétérotopies par exemple, de Deleuze, tout seul cette fois-ci, plus explicitement dans deux textes, Différence et répétition. Alors, et l'autre texte, c'est Logique du sens. Ce qui est intéressant, c'est de les lire ensemble, ces deux textes, parce que l'un est la forme académique, puisque c'est sa thèse, ce qu'on appelait sa thèse complémentaire à l'époque, Différence et répétition est sa thèse, elle date de 68, et Logique du sens est le livre, non pas qui ressort de sa thèse, mais une autre écriture des enjeux de différence et répétition. Et Logique du sens fonctionne en un certain nombre, en un certain nombre de séries. 26, si mes souvenirs sont bons. Eh ben, j'en suis bien loin. 34 séries. Ah, et on aura à revenir sur ce texte, parce qu'il me semble, ces deux textes me semblent importants. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la série, à partir du générique? Il va falloir ranger les événements selon leur intensité, non pas commune, mais identique. Ah, des intensités identiques, ça pose problème. Des quantités, on sait faire. S'il faut représenter le chiffre 5, je peux vous tracer 5 petits points, et vous aurez l'idée du chiffre 5, mais en même temps, quel est le premier, quel est le second, ce ne sont que des points. Donc c'est un problème de classification et de rangement des choses. Donc il y a quelque chose là qui me semble intéressant dans cette idée d'intensité non pas commune, mais identique. C'est-à-dire finalement que vous pourrez peut-être faire l'expérience si ça vous intéresse. Parfois il est possible de regarder dans le désordre les séries. Et peut-être aussi, tout à l'heure je parlais, on les découvre par hasard, de les prendre par le milieu. Je vais pas dire par la fin, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient dans l'indétermination. Donc, mais voilà, on peut les attraper par les bouts. Cette espèce de petite unité autonome de récit, on peut l'attraper par les bouts. Par des bouts, pardon. Par des entrées différentes. C'est assez étonnant dans les formes narratives qui, soi-disant, sont prises dans un ensemble, dans une totalité. En tout cas, dans le feuilleton, on peut pas. Parce que dans le feuilleton, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle qu'il s'est passé quelque chose avant. Alors que là, il se passe quelque chose et ça suffit à nous contenter, pourrait-on dire. Donc, ranger les événements, etc. Il y a une logique des effets, d'engendrement de l'événement, de son arrivée, donc de son avènement, ce que j'appelais tout à l'heure de son avènement, c'est une notion qu'il va falloir recreuser. Alors ainsi, la fonction du générique, elle n'est pas simplement informative, dire qui fait quoi, quel est l'acteur, etc. Même si cette économie de l'attribution est importante, puisqu'elle manifeste une économie autoriale des auteurs, pourrait-on dire, des producteurs, une forme de placement. Donc c'est pas anodin que ce soit là aussi non plus. Sauf qu'en général, dans la série, enfin en tout cas dans les vieilles séries, aujourd'hui aussi encore, c'est plutôt placé à la fin. C'est pas non plus simplement, par rapport à ce qui découle de ce que je viens de vous dire, une préparation au récit, une introduction, une manière de nous amener à. Il y a donc pas une fonction relevant de ce que Genette ou les théoriciens des formes de récit appelleraient du diégétique, enfin, des formes relevant de construction narrative, etc. C'est plutôt quelque chose qui relève du paratextuel. Alors c'est Genette aussi qui parle de ça, de l'armature qui rend possible le texte, dit Genette.
donc les titres de chapitres, les sommaires, etc., qui rendent possible que le texte soit texte d'une certaine manière. Alors, peut-être est-ce pour ça, si vous regardez bien, outre celui que je viens de vous montrer, et celui que je vous montre, et celui que je vous montrerai, qui sont assez narratifs et qui sont etc., mais peut-être est-ce la raison pour laquelle, en général, si vous regardez bien, la plupart des génériques de séries sont extrêmement graphiques. De l'ordre du dessin animé, parfois, de l'animation, de la maquette, quand je parlais de Game of Thrones, etc. On est dans un truc qui est armature. C'est ma définition sommaire du graphisme, hein, qui vient de discussions avec un collègue graphiste qui s'appelle Jean-Claude Paillasson, qui me dit toujours, notre problème de graphisme, c'est de mettre de l'ordre dans le monde. Je dis, bon, avec mon mauvais esprit, je lui dis, vous êtes bien des fachos, mais il s'agit bien de ça dans le graphisme, bah, pas du fascisme dans le graphisme, mais il s'agit bien de mettre de l'ordre. De l'ordre pour que ce soit visible, de l'ordre pour que ce soit lisible, de l'ordre pour que ce soit accessible, de l'ordre pour que ce soit disponible, etc., etc. Et peut-être que le fait que la plupart des génériques de séries prennent des formes graphiques est lié à cette idée qu'il faut armaturer les formes ou les significations ou les énergies ou les actions qu'on va mettre en œuvre. Et on le met pas en œuvre de la même manière d'ailleurs. Dans les génériques contemporains, le générique introductif et le générique de fin sont pas les mêmes. Donc il y a une économie particulière des formes du générique. Alors le générique est donc un double processus, puisqu'on s'intéresse un petit moment à la notion de générique. En tant que générique, alors c'est quelque chose que j'introduis de nouveau, en tant que générique, il est de l'ordre de la généralité, c'est pas un pur jeu de mots, puisque le mot générique renvoie aussi à cette idée. Une idée générique, c'est une idée générale. Il renvoie à la possibilité d'un tout qu'on n'aura jamais dans l'épisode lui-même. Donc il nous raconte une autre histoire. C'est ce que fait le générique du prisonnier. Ça aurait pu donner lieu à un épisode à part entière. On serait rentré dans le feuilleton. Tout aurait découlé de ça. On est dans une histoire, d'une certaine manière, parallèle. On est comme le personnage, on se réveille, après le noir du générique, on se réveille dans le village. Et se reconduit sans arrêt cette événementialisation, ou cette événementialité plutôt, on va faire des idées à la Platon, cette événementialité qui fait que ça nous tombe dessus. Et qu'on n'est que dans le pur événement de ce qui nous tombe dessus. Et non pas dans une suite logique ou dans une suite causale. On est dans le fait. Ou dans les effets d'une cause qu'on ne connaît pas. C'est bien pour ça que c'est un traité des passions aussi. Hein. Au sens de David Hume. Nous ne pouvons comprendre ce qu'est l'homme ou le rapport de l'homme au monde que par les effets de nos actions sur le monde. La causalité nous échappe, c'est bien ce que nous dit Hume. On la reconstruit par l'accoutumance et l'habitude, dit Hume. La phrase célèbre c'est pas une phrase. L'exemple célèbre que prend Hume, c'est de savoir si le soleil se lèvera demain. Peut-être faut-il qu'il y ait eu dans ma vie 1000 levées de soleil, 2000 levées de soleil, pour que je commence à engager l'idée d'une nécessité entre le jour qui est là et le jour qui va venir. Voire même avec le jour qui est passé. Mais si, voilà. Donc cette idée d'accoutumance, voilà. Et nous nous retrouvons avec le prisonnier, une fois le générique passé, dans cette situation de la première fois. Et à chaque épisode, nous allons nous retrouver dans la situation de la première fois. Donc on n'est plus dans le « il était une fois », dont je parlais tout à l'heure. On est plutôt dans le « il y eut une fois » qui va revenir. Voire même, dans certaines séries, pas dans celle du prisonnier, dans « il y aurait eu une fois ». Alors je ne sais pas si vous connaissez cette série, j'y reviendrai dessus parce que elle m'a toujours fait rire, elle n'est pas drôle, hein. Elle m'a toujours fait rire, ça s'appelait Code Quantum. Avec un personnage, c'est quand même
fou, il s'appelait Samuel Beckett. Mais c'était un personnage beckettien. Je trouve que la série correspondait bien à l'espèce d'ironie cynique que pouvait avoir Beckett à l'égard du monde. Sauf que, bon, cette ironie cynique, dans la série, elle est passée au filtre des productions américaines, donc ça devient non pas du divertissement, de entertainment, pour employer le mot anglo-saxon, qui dit ce qu'il veut dire, hein, l'entraînement. On nous entraîne à faire quelque chose. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, générique comme, cette fois-ci, donc je disais donc générique comme forme de généralité qui renvoie à la possibilité d'un tout. Si ça renvoie à la possibilité d'un tout, c'est que ce tout n'est pas là et qu'il va être peut-être à rechercher, que ce que nous rechercherons. Alors, c'est une logique du fragmentaire. Il faudra qu'à un moment donné, on se pose la question du fragment. Et en réfléchissant et en relisant des choses un peu par rapport à cette idée du cours, et vous allez voir que les choses sont très éloignées des séries, de ce que je relis, même s'il s'agit des séries, les ouvrages les plus fragmentaires sont les plus gros. L'homme sans qualité, Robert Musil, dont on aura à parler parce que cet individu comme homme sans qualité, on en a déjà parlé un peu l'an dernier très rapidement à propos des films de Wim Wenders, par rapport au fait d'être désabusé ou désinvesti dans le monde, ce que j'avais appelé être désœuvré, mais l'homme sans qualité. Musil disait lui-même que il avait du mal à se comprendre lui-même pourquoi il a fait un si gros livre alors qu'il aurait pu en faire 200 ou 200 récits, etc. Berlin Alexanderplatz, Dublin, qui donnera d'ailleurs lieu à une belle série télévisée, enfin un beau feuilleton télévisé plutôt, un beau feuilleton télévisé réalisé par Fassbinder. Voilà, il y a un ensemble comme ça de choses qui sont extrêmement fragmentaires. Le livre des passages de Walter Benjamin, comme texte théorique cette fois-ci, pas comme texte de récit, mais c'est aussi un récit. Ce ne sont que des fragments, mais ça fait près de 600 pages dans les éditions qui en sont faites. Donc les choses les plus fragmentaires ont besoin d'un horizon de totalité. Horizon de totalité. Ça me paraît important. Horizon de totalité. Elle vise à une totalité, mais cette totalité n'est jamais accessible. Donc ça pose la question de la limite, d'une part, et la question du territoire. C'est ce qu'on retrouve tout au long du prisonnier, d'ailleurs, cette question de limite et du territoire. Parce que pour s'échapper de ce qui s'appelle le village dans le prisonnier, donc ce qu'on pourrait appeler la prison monde, si vous voulez, pour s'échapper de ce village, il faut bien savoir où est la limite, où est la frontière. Et à chaque fois qu'il essaye de s'échapper, si vous regardez les épisodes où il est près de s'échapper, il y a une indécision sur le moment où il est rattrapé. Où est la frontière? Où est la limite? Donc ce qui est intéressant, c'est cette visée vers un tout illimité, ou une illimitation de la totalité, ou du tout, dans la série. Alors, on avait déjà retrouvé ça dans la sériation indéterminée, et là, on est dans un monde qui est toujours indéterminé. C'est bien pour ça, alors ça c'est une remarque esthétique, on va dire, c'est bien pour ça que les séries, elles sont indifférentes à nous montrer le cadre de ce qui se passe. Elles le font, hein. Je dis pas qu'elles le font pas, mais vous regardez, comme ça, comme c'est une phrase que je rajoute, je suis en train de chercher un exemple de série qui serait probant là-dessus. Alias, qui était une série soi-disant d'espionnage, qui se passait dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on avait? On avait une espèce de carte postale, d'image carte postale avec le nom de la ville. Paris, Barcelone, avec le monument le plus emblématique de la ville. Donc si c'était Paris, la Tour Eiffel, si c'était Barcelone, la Sagrada Familia, je dis n'importe quoi là. Mais on n'avait jamais d'extérieur et on était tout le temps dans des rapports où, pourtant, sans être dans l'extérieur, on était dans un espace-monde. C'est quand même intéressant, hein, ce rapport entre le petit et le grand, la présence et l'absence, etc., l'indétermination. Et beaucoup de séries fonctionnent comme ça, hein, avec des espaces indéterminés. Peut-être que le mauvais aspect de la série, c'est le soap opéra ou le loft, à une époque, où on est enfermé et pourtant on est dans un monde.
Bon, là, on s'éloigne un peu de cette idée d'illimité de la totalité. Donc le générique formerait les limites de l'ensemble de tout ce qui va advenir. En tant que générique, il est génération au sens propre du terme. Je dirais même plus, et c'est pour ça que je faisais référence à Foucault, et on verra ça plus profondément, plus précisément les fois prochaines, il a une valeur généalogique, en fait, le générique. Il remonte dans les modes d'apparition des événements. Mais il ne les relie pas. Il remonte dans des modes d'apparition des événements. La colère, là, de notre personnage, on va dire sa démission, enfin, probablement sa colère, la démission, l'endormissement, etc. Mais il ne les relie pas. On a une généalogie, mais une généalogie sans causalité, va-t-on dire. Et c'est le propre de la généalogie d'être sans causalité. Hein. La filiation, heureusement que la filiation n'est pas une causalité. On serait mal barré en tant qu'être vivant. On remonte dans des modes d'apparition des événements. On pourrait même dire de l'événement au singulier. Hein. On passe des événements à l'événement. Car la série ne fait que répéter qu'un même type de singularité d'événements. C'est pas lié à la notion du genre qui emporte la série. Hein. On est dans le policier, donc on serait dans le genre d'événement policier, donc dans un événement policier. On est dans la science-fiction, on serait dans un événement science-fiction. C'est plutôt la question de la nature même de l'événement. Ça rapproche, pour ceux qui... c'est un tout petit texte de Merleau-Ponty. Je voulais le prendre, mais je l'ai oublié pour vous le lire, mais vous le retrouverez, c'est dans Signes. Il y a un petit texte de Merleau-Ponty sur le fait divers. 3 pages. Ça rapprocherait l'événement du fait divers, selon Merleau-Ponty. Ou, référence un peu plus, technique dans la philosophie, ça rapprocherait l'événement de la synthèse du divers tel que Kant en parle dans la critique de la raison pure. Il y a des faits épars, ce que Kant appelle la réceptivité ou ma sensibilité n'a affaire qu'à de l'épars et à un moment donné il faut le rassembler. Alors on pourrait croire que c'est le rôle du concept, etc. Sauf que, en philosophie, là encore une fois, tout à l'heure je parlais de l'ex-finesse de Platon, là aussi il y a un problème dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'on n'a jamais pris au sérieux la solution qu'apporte Kant à ce problème-là. La solution qu'apporte Kant à ce problème-là, c'est le schème. C'est une figure. Les 3 petits points dont je vous parlais pour représenter le chiffre 5, c'est d'ailleurs dans la critique de la raison pure, je crois que c'est 7 plus 5 en petits points, je crois, trucs comme ça qui sont représentés en petits points. C'est la figuration. Rassembler le divers, l'épars, c'est à un moment donné... Alors je traduis schème par figuration, je fais un léger contresens sur le truc. C'est rassembler les éléments de telle manière qu'ils puissent avoir une configuration, une figure. Et la série, c'est ça aussi, dans son rapport à l'événement. C'est rassembler des événements divers de telle sorte qu'on puisse en avoir une figuration. Alors peut-être que c'est ça la notion d'événement ou d'advenu de l'événement dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est cette idée de schématisation ou de figuration. Produire une figure, faire advenir une figure de l'événement. Notre petit dessin, que je ne vais pas remontrer, de Fulton sur qu'est-ce qui s'est passé, raconte ça. Ce générique que je vais vous montrer raconte ça. Les Envahisseurs, avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus.
Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Là aussi, il est intéressant ce générique. Même si au départ on parle de générique, il est intéressant ce générique. Cette voix off qui vient surdéterminer. C'est pas, on n'a pas des brides de conversation ou d'éclats de colère ou de discussion comme dans Le Prisonnier. On a une voix off, un narrateur qui vient nous dire et qui va nous redire sans arrêt, puisque ce sera le même générique. Voilà au point où on en est et voilà ce qui va. Non pas voilà ce qui va. C'est pas vrai. Non pas voilà ce qui va. Voilà au point où on en est et on embraye sur le moment de l'épisode. L'épisode, donc, comme finalement, on a les deux sens du mot épisode. Le premier sens que je renvoyais à la tragédie grecque, l'épisode qu'il y a entre les cœurs, et puis l'épisode comme l'épisodique. Ça arrive épisodiquement. Et les deux séries, là, elles sont intéressantes. Hein. Les deux génériques sont intéressants parce qu'ils nous disent un certain rapport au temps. Non plus il y a eu une fois de tout à l'heure, mais cette fois-ci, d'un certain rapport au temps, d'un certain rapport à l'urgence. Pour reprendre le titre d'un chapitre d'un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Michael Fussell, qui travaille sur la catastrophe, il dit, il y a un de ces chapitres qui s'appelle « Dès le début, la fin ». J'aime bien cette idée que s'initie dans le moment où se dit la chose, sa fin au sens d'extinction, là, cette fois-ci, hein, pas, voilà. Et c'est ce qui se passe, d'où le sentiment d'urgence, aussi bien pour le prisonnier, que ce soit le personnage ou nous en tant que spectateurs, que dans David Vincent on les a vus, que dans Les Envahisseurs, pardon. Et avec cette phrase quand même, David Vincent les a vus. Il y a eu un événement et on va en reconduire. Alors que sauf que dans David Vincent les a vus, donc dans Les Envahisseurs, la fin nous dit bien, notre personnage, il va avoir à rejouer sans cesse la même chose. Notre personnage, il va devoir convaincre à chaque fois. Donc il va recommencer la même chose. Bon, ça c'est peut-être le côté moral puritaine américaine du prédicateur, qu'on retrouve dans un film qui s'appelle Un jour sans fin, dont on aura à reparler, où il faut, finalement, c'est le rachat. David Vincent, c'est pas loin, parfois, du rachat, de la notion puritaine, etc. Dans Le Prisonnier, c'est autre chose. Mais voilà, cette idée de la reprise et de la répétition. Alors peut-être que la reprise dans Les Envahisseurs, elle est plutôt, pour refaire mes références philosophiques, elle est plutôt kierkegaardienne. Du ou bien, ou bien. Et donc on recommence la même chose comme un ou bien, ou bien. On n'est pas dans l'itération pure, qui est le voilà, voilà. On n'est pas dans la succession des événements, comme on dit, et alors, ou et ensuite. La série, on est plutôt dans le voilà, voilà, ou dans des figures comme ça, du ou bien, qui sont mises en œuvre. Donc ce que peut... Alors, à mon avis, je vois qu'il reste 56 secondes, je vais les utiliser pour cette phrase. Ce qui nous intéresse dans le générique et ce qui nous intéresse dans la série, pardon, c'est qu'il est question de la possibilité d'une expérience. On le verra, notamment à travers deux textes de Walter Benjamin, Expérience et pauvreté et le conteur ou le narrateur. On en avait déjà un peu parlé à propos du film de Wenders et du désabusé, etc. Expérience et pauvreté, disant l'impossibilité, soi-disant, de construire des expériences après la Première Guerre mondiale, mais c'est pas vrai. On peut construire, Benjamin le dit, on peut construire des expériences. Simplement, on peut plus en tirer des leçons. Et donc la grande richesse de cette expérience pauvre, c'est de nous réapprendre à construire des murs, des mondes, pas des murs.
Ah, c'est peut-être mon désir profond. Pardon. C'est réapprendre à construire des mondes. Et le narrateur, lui, dit, face à l'épuisement du roman, à la dislocation du roman, il va falloir trouver des formes narratives. Et le modèle de ces formes narratives, c'est peut-être le petit récit épique qu'on appelait le conte ou la légende. Et peut-être que la série, c'est l'hypothèse que nous allons formuler ensemble à partir de maintenant, peut-être que la série reconduit ça.